Bonsoir à toutes et à tous. L'entreprise Google comparaît aujourd'hui devant ce tribunal. Chère Madame Doba Pantalacci, plaidez-vous coupable ou non coupable au regard des faits qui vous sont reprochés? Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, Mesdames, Messieurs, une grande taille implique de grandes responsabilités. C'est pourquoi j'ai accepté d'être là ce soir. Certes, Google est le moteur de recherche le plus populaire, mais il n'abuse pas de sa position. Google a pour priorité de protéger les données personnelles que lui confient ses utilisateurs. Google paie ses impôts, absolument, et partout dans les sociétés ou dans les pays où l'entreprise opère. Enfin, Google a la profonde conviction que les nouvelles technologies favorisent le progrès scientifique et, s'il vous plaît, il faut bien distinguer cela de ce que vous appelez le transhumanisme. Alors j'espère parvenir à vous convaincre, Mesdames, Messieurs les jurés, ce soir que Google n'a commis aucun des faits qu'on tente de lui reprocher. Aussi, je plaide non coupable. Madame et Monsieur les procureurs, l'accusé est à vous. Merci, Madame la Présidente. Madame. J'aurais quelques questions à vous poser, 3 fois rien, rassurez-vous. Mais avant ça, je voudrais montrer à la Cour notre pièce à conviction numéro 1. Il s'agit de propos tenus par Larry Page, le cofondateur de Google, en 2014. Yes, so the privacy side, I think the world is changing. I mean, you carry a phone, it knows where you are. There's so much more information about you. And that's an important thing, and it makes sense why people are asking, difficult questions. We spent a lot of time thinking about this and what the issues are. I'm a little bit, I think the main thing that we need to do is just provide people choice. Je vous ai entendu tout à l'heure plaider non coupable sur l'utilisation des données personnelles. C'est un choix audacieux, mais qui se défend, j'imagine. Oui. J'en déduis que Google donne une information loyale et exhaustive à ses utilisateurs sur les données personnelles qu'ils collectent. Est-ce que je me trompe? Absolument. Pourtant, le média américain Quartz, comme on va le voir à l'écran, vient de révéler que depuis 1 an, Google collectait les données de géolocalisation des utilisateurs d'Android, alors même que ces derniers avaient choisi de désactiver cette option. Alors j'ai du mal à comprendre, est-ce que vous nous dites la vérité ou est-ce que vous mentez aux utilisateurs lorsque vous leur dites qu'ils peuvent choisir les données personnelles que vous collectez? Vous le savez, ou peut-être pas visiblement, la course à l'innovation impose de rendre les téléphones toujours plus performants et toujours plus autonomes en termes de batterie. On a souhaité expérimenter une nouvelle technologie appelée Cell ID qui permettait de recevoir des notifications rapidement et de géolocaliser vos téléphones en utilisant le moins possible votre batterie. Pendant cette expérimentation, les données n'étaient ni conservées, ni analysées, ni associées à un quelconque utilisateur. Néanmoins, face aux critiques soulevées notamment par ce média et par de nombreux utilisateurs, nous avons décidé depuis de stopper cette expérimentation. Je note, Madame, qu'effectivement, il faut attendre que les utilisateurs se plaignent pour que ces données ne soient plus collectées. Sur le volet fiscal maintenant, vous le savez, la maison mère de Google, Alphabet, a choisi de se domicilier dans le Delaware, un paradis fiscal bien connu. Alors, expliquez-nous, comment peut-on prétendre œuvrer pour le bien quand on prive les États et les citoyens de milliards de revenus fiscaux? Alors, Madame la procureure, je me demande si l'on ne confond pas ce soir fraude fiscale et optimisation fiscale. Comme toujours. Google paie les impôts que l'entreprise doit payer, et ce dans tous les pays où la société opère. Pardon, je me répète. Alors, il est vrai que, comme la plupart des entreprises, notamment du CAC 40, lorsque des gouvernements proposent des incitations fiscales, nous y répondons favorablement. Je le confesse.
Mais il faut vraiment comprendre que ce sont les politiques qui décident les règles fiscales, les administrations qui les mettent en œuvre et les entreprises comme Google qui s'y conforment et qui doivent le respecter. Dernière question, Madame Doba-Pantanach. Rien qu'entre avril et juin 2017, aux États-Unis, Google a investi 5,9 millions de dollars en lobbying, soit 2 fois plus que le GAFA qui le précède, Amazon. Alors on peut légitimement s'interroger, si vous êtes en règle comme vous le prétendez, pourquoi avez-vous besoin de dépenser autant d'argent pour convaincre les décideurs politiques? Alors encore une fois, le lobbying est une activité caricaturée. De quoi s'agit-il quand on fait du lobbying, des relations institutionnelles, des affaires publiques? Ni plus ni moins de participer au débat public, de répondre aux questions multiples, et Dieu sait s'il y en a, des gouvernements, des parlementaires, des institutions publiques, sur ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Alors, comme vous pouvez le voir, nous ne faisons jamais la politique de la chaise vide, je crois que je le démontre ce soir, et nous répondons très régulièrement aux auditions parlementaires, et je vous assure, Dieu sait s'il y en a en France. On aime parler et on répond. Enfin, en matière d'affaires publiques, nous sommes soumis à la législation américaine, qui est l'une des plus restrictives au monde. Nous ne pouvons absolument pas nous permettre d'inviter un représentant de l'État dans un restaurant étoilé, puisque la contribution, c'est-à-dire ce que l'on peut dépenser par an et par personne, est un maximum de $100. Donc adieu les restaurants étoilés. C'est terrible. Quel sacrifice. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui soient aussi strictes en la matière. J'en ai terminé, Madame la Présidente. La parole est à la Défense. Maître Witt. Madame Doba-Pantanach, n'ayez aucune crainte, hein, vous l'avez compris, côté défense, on est pour la manifestation de la vérité. Une question simple, pourriez-vous nous dire quelques mots de l'ambition initiale des fondateurs de Google? Pour comprendre ce qu'est Google, il faut repartir du projet d'origine et ce qui a animé nos fondateurs, Larry Page et Sergey Brin. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous servir la petite histoire de la start-up dans le garage. La vocation initiale de l'entreprise était véritablement de rendre accessible l'information au plus grand nombre. Et cela passe par l'invention d'un nouveau mode de classement sur le web. C'était le sujet de thèse, en fait, à Stanford des fondateurs. Larry Page sera alors l'inventeur du PageRank. C'est un système de classement qui permet de classer les pages web en fonction de ce qui fait autorité et de ce qui est le plus populaire. D'ailleurs, lorsque Google a été créé, et ça c'est quelque chose de très important à garder en tête, le business model n'existait pas. Il est venu bien après, plusieurs années après. On ne va pas se mentir, vous êtes devenu un géant, on est 20 ans plus tard. En 2004, vous étiez 14e, vous êtes aujourd'hui premier. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec cette croissance et ce boom, vous avez trahi finalement l'ambition de vos fondateurs ? Google n'a jamais été et ne sera jamais une entreprise comme les autres. Parce que tout simplement, ses fondateurs, éduqués dans les écoles Montessori, ont baigné dans un environnement qui était véritablement propice à la prise d'initiative et ils étaient toujours convaincus qu'il faut observer, essayer, prendre des risques, quitte à échouer, et que les bonnes idées pouvaient venir de partout. Nous tentons 10 projets pour n'en garder qu'un. Et l'on ne s'arrête surtout pas à un échec. Pour vous donner une anecdote, au printemps, nous faisons tous un grand nettoyage maison et on enterre les projets qui n'ont pas marché, on fait une petite fête et puis on publie un blog post à l'occasion pour dire là-dessus on s'est planté. Et ça fait bientôt 11 ans que je travaille dans cette entreprise et je tiens à dire que la culture n'a pas changé d'un iota. D'ailleurs, Maître Keller, je crois que vous vouliez ajouter un point. Voilà, vous connaissez peut-être l'histoire du jeune Sarou, Madame la Présidente, qui s'est endormi dans un train. Et qui, au bout de 13 heures, s'est réveillé très loin de chez lui, à Calcutta. Il a tracé un cercle de 3000 km de diamètre autour de Calcutta. Et il s'est mis à chercher cette gare d'où il était parti. Le long de ce cercle de 9500 km. N'hésitez pas à abréger, Maître. Hein. Jusqu'à ce qu'il retrouve son village, jusqu'à ce qu'il retrouve sa mère. Alors on peut faire le procès de Google.
Ça suffit, si on veut couper. Moi, je suis pas venu ce soir. Vous voulez couper ça? Je suis pas venu ce soir, si vous me permettez, Maître Keller, pour parler de l'expérience utilisateur des produits Google. Non, mais c'est important de le préciser. Puisque Google Earth vous fascine, Maître Keller. Voilà à quoi sert Google Earth. À des braconniers qui regardent les photos géolocalisées grâce à Google Earth. Ça leur permet de traquer et de tuer les rhinocéros et les éléphants. Voilà à quoi sert Google Earth. Ou alors à toute une tripotée de petits génies qui utilisent les magnifiques et puissants satellites de Google pour faire quoi? Prendre des photos de bites géantes. Mais c'est magnifique. C'est le meilleur de l'humanité, Google Earth. Merci. Non, si nous sommes là, Madame la Présidente, et je tenais à le rappeler, c'est pour parler de l'entreprise Google et de son vrai projet. Ce sera tout. Monsieur le procureur, je vous remercie de cette intervention quand même salutaire. Nous allons maintenant passer à l'audition des différents témoins. Chère Madame, jurez-vous de vous exprimer ce soir dans l'intérêt des générations futures? Toujours, je le jure. Alors la parole est à l'accusation. En juin dernier, la Commission européenne a condamné Google à une amende de 2,4 milliards d'euros pour abus de position dominante, s'agissant notamment du fait de favoriser son outil Google Shopping. Ça représente moins de 3% de son chiffre d'affaires. Je crois que ça représente même 10 jours de chiffre d'affaires d'Alphabet. Est-ce que vous pensez que cette condamnation, c'est quoi, un coup d'épée dans l'eau ou elle est importante? Non, une décision émanant de la Commission européenne, le plus puissant régulateur du monde, n'est pas un coup d'épée dans l'eau. D'abord, ça fait office d'exemple et puis ça sert de jurisprudence pour la suite. Là n'est pas le problème. Le problème réside plutôt dans le fait que la question qui est posée ce soir, faut-il démanteler Google, ne pourrait sans doute pas être posée dans un vrai tribunal. Les règles du droit de la concurrence classique ont beaucoup de difficultés à appréhender un modèle économique basé sur des activités multiples, nombreuses, hétérodoxes, qui toutes sont intégrées verticalement et qui peuvent potentiellement fermer le marché. Or, comment appréhender cette complicité, cette complexité, le lapsus. On ne vous en veut pas. Ce caractère horizontal, eh bien, il y a un seul curseur, il y a une seule donnée commune à toutes ces activités, et c'est la data. Le droit de la concurrence seul, si on ne l'ajoute pas au droit fiscal, si on ne l'ajoute pas au droit de la consommation, si on ne l'ajoute pas au droit civil qui protège les données personnelles, eh bien, il a de la difficulté aujourd'hui à caractériser un abus de position dominante concernant l'entreprise Google. Justement, la commissaire européenne à la concurrence a déclaré récemment que sanctionner les géants de la tech, c'est bon pour l'innovation parce que la concurrence est bonne pour l'innovation. A-t-elle raison? Et dans quelle mesure Google est devenu un obstacle pour l'innovation? Ce serait trop facile de considérer que parce qu'on veut réguler Google, on est anti-innovation. S'adresser à des rentes, ce n'est pas anti-innovation, je dirais même bien au contraire, parce qu'il y a une réalité économique aujourd'hui qui est que de nombreuses start-up ont du mal à croître sans dépasser la finalité du rachat, de la fameuse exit, par une entreprise comme Google. Margrethe Vestager, la commissaire européenne, c'est une social-démocrate danoise, c'est donc une libérale. Il ne s'agit pas de sanctionner une entreprise pour le plaisir de le faire de manière économique, il s'agit simplement de s'assurer que les mêmes règles sont applicables à tous, y compris aux acteurs existants pour permettre l'entrée des nouveaux arrivés. Juste une dernière question, mais nous allons d'abord écouter Eric Schmidt, l'ancien président directeur général de Google. People are treating Google like their most trusted friend. Should they be?
If you have something that you don't want anyone to know, maybe you shouldn't be doing it in the first place. Cette phrase fait un petit peu froid dans le dos. Et un peu sortie Axel du contexte. Lemaire, qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, est-ce que finalement l'État ou l'Union européenne ont encore leur mot à dire face à Google, face à Eric Schmidt, sur cette question sensible? Oui, l'Europe a eu une réponse qui est le règlement européen de protection des données personnelles. Je crois que c'est une victoire culturelle. Ce texte harmonisé à l'échelle du continent, eh bien, il est la preuve que la volonté politique, la volonté des États, elle est possible même face à des lobbyings très puissants. Merci Madame Lemaire, j'en ai terminé. Merci Madame la procureure. La parole est à la défense. Maître Witt. Oui, Axel Lemaire, je suis désolée, je suis beaucoup moins spécialiste que vous, mais j'ai pas compris grand-chose, donc je vais vous poser des questions très simples. Admettons que l'on démantèle Google. Qu'est-ce qu'on aurait à la place? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on peut? Comment ça marche? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. C'est au marché. Si nous étions en Chine, ça serait peut-être au Parti communiste qui, avec des Baidu, des Tencent, des Alibaba, répondrait à la place du marché, mais nous ne sommes pas en Chine. Et donc le rôle des gouvernements, des responsables publics, des régulateurs, c'est encore une fois d'assurer des règles claires, transparentes, applicables à tous dans les mêmes conditions. Et pas d'ordonner un démantèlement. Et d'ordonner un démantèlement s'il est démontré un abus de position dominante sur un marché donné. Alors, vous avez été secrétaire d'État au numérique il y a quelques années, et donc on imagine que vous avez été le témoin privilégié des interactions secteur public Google. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? On sait que Google aide certaines PME à exporter, qu'elle soutient des startups innovantes, je pense notamment à Wiko à Marseille. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Sur le soutien aux PME, je suis relativement dubitative dans la mesure où vous connaissez l'adage, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Pour l'aide à l'écosystème d'innovation et en particulier aux startups, je pense que Google joue un rôle important. Il y a une initiative que j'ai particulièrement appréciée qui s'appelle le Google Impact. Alors c'est du quasi caritatif parce qu'il s'agit de soutenir financièrement des projets souvent à but non lucratif. Hormis cela, c'est vrai que le paiement de l'impôt aiderait à avoir des dialogues plus constructifs avec une entreprise comme Google, comme avec d'autres acteurs privés d'ailleurs. Ok, dernière question. On sait que Google est la marque préférée des consommateurs dans plus de 26 pays. Comment vous expliquez que la jeune génération, qui est a priori avide de transparence, écolo, extrêmement connectée, préfère Google, à la fois comme utilisateur de Google, mais aussi dans une enquête d'opinion en termes de confort, par exemple? Mais en tant que consommateur, je les comprends. Voire en tant que salarié, puisque Google a été choisi comme l'entreprise préférée des jeunes diplômés. C'est dire à quel point l'image de cette entreprise est positive, mais est-ce là la question que l'on doit se poser, non pas lorsqu'on est consommateur, non pas lorsqu'on est salarié, mais lorsqu'on est citoyen. Et face à une entreprise qui classe des contenus sans transparence algorithmique, qui a tendance à ne pas toujours obéir à la loi lorsqu'on lui demande de retirer des contenus à caractère illicite, et face à une entreprise qui a un impact réel sur des résultats démocratiques, alors c'est le citoyen qui est interpellé, pas le consommateur. Encore une fois, j'ai pas compris grand-chose et je vois que nous avons un quatrième procureur vous êtes de mauvaise foi. Nous avons un quatrième procureur dans cette salle. C'était pourtant très précis. Très bien argumenté. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Oui, merci, Madame le maire. Vous pouvez aller vous rasseoir. Madame Doba Pantalacci, vous avez la possibilité de réagir en moins d'une minute, si vous le souhaitez, bien sûr. Oui, alors je vais essayer d'être rapide parce que beaucoup de choses ont été dites. D'abord, Google n'est en aucun cas au-dessus des lois. Google applique toutes les lois, y compris la loi Le Maire.
Premier point. Deuxième point, Google est au contraire le ardeur défenseur d'une liberté de la presse et d'infos exactes. La France notamment a été pionnier autour d'une initiative qui s'appelle CrowdCheck, qui a réuni 37 rédactions pour vérifier les informations, réunissant tous ces journalistes, presse écrite, télé et autres, pour s'assurer d'une information vérifiée. Un autre point qui est important, si vous permettez, Madame la Présidente, j'entends en permanence que les données seraient l'équivalent de notre carburant, constitueraient véritablement le cœur de notre réacteur, voire notre moteur. L'analogie données égale carburant est absolument inexacte, tout simplement parce que les données qui circulent sur Internet ne sont pas uniques, ne sont pas périssables, elles sont réutilisables par de nombreux autres acteurs. Donc c'est un point absolument fondamental, elles n'appartiennent pas du tout à Google. Au sujet du règlement européen, de la RGDP, notre responsabilité est en effet de protéger les données des utilisateurs et nous sommes plutôt exemplaires et très en avance là-dessus. Et dernier point, vous pouvez amonceler toutes les grandes quantités de données que vous souhaitez. Si vous ne disposez pas de l'intelligence humaine et de ces multiples ingénieurs pour les exploiter et pour leur donner du sens, cela ne vous mène à rien. Donc l'Europe, et en particulier la France, a toutes ses chances pour faire émerger des champions au regard du nombre de médailles Fields qu'on reçoit. Donc demain, un Google peut naître en France, ce n'est pas une fatalité, c'est plutôt créer l'écosystème favorable. Merci. Et là-dessus, le gouvernement a aussi sa responsabilité. Merci Madame. En fait, Maître Keller, Maître Witt, je crois que votre cliente peut se passer de vos services là, hein, parce que manifestement, elle assure très bien sa propre défense. Elle est extrêmement bien préparée. J'ai l'impression, oui, que tout cela est une affaire bien huilée. Monsieur Salin, si vous voulez bien nous rejoindre à la barre, deuxième témoin de ce procès. Monsieur Salin, jurez-vous de vous exprimer ce soir dans l'intérêt des générations futures? Oui, eh bien, je crois effectivement que ce sont les générations futures que l'on peut défendre en défendant Google contre les attaques dont il est victime. Et je voudrais l'expliquer en faisant peut-être d'abord une référence d'ordre un petit peu théorique. Alors, je ne voudrais pas me substituer à la défense. Déjà qu'on m'a accusé d'être partial dans ce procès, en fait, c'est la défense qui va vous interroger et à laquelle vous allez pouvoir répondre. Donc, la parole est à Maître Thierry Keller. Même si, là encore, Maître, je me demande à quoi vous servez, parce qu'à la fois votre cliente et vos témoins font le travail à votre place. C'est l'ubérisation de la profession d'avocat. Ça doit être ça. Monsieur Salin, merci d'être parmi nous ce soir. Vous avez écrit, je crois, en 2014, une tribune qui s'appelait « Pourquoi il ne faut pas démanteler Google ?» Diriez-vous la même chose aujourd'hui? Absolument, absolument. C'est bien ce que je pense. Parce que ce qu'on reproche, entre autres choses, à Google, c'est d'avoir ce qu'on appelle de faire un abus de position dominante. Alors, ceci, c'est une expression très traditionnelle, aussi bien chez les économistes que chez les juristes, et que pour ma part, je conteste. Dans les manuels d'économie, on trouve traditionnellement l'idée qu'un monopole se définit comme une situation où une entreprise a 100% de parts de marché, ou tout au moins un pourcentage très élevé de parts de marché. Et on démontre qu'il y a le risque d'exploiter les consommateurs lorsqu'une entreprise a cette position. Eh bien, pour ma part, je conteste ces définitions traditionnelles qui inspirent le droit de la concurrence, parce qu'on oublie une différence essentielle entre deux sortes de monopoles. Il y a des monopoles qui ont une position importante parce qu'ils donnent satisfaction aux consommateurs. Un innovateur, par exemple, qui lance un nouveau produit, il a 100% de part de marché. Eh bien, il rend service aux consommateurs, il ne les exploite pas, n'est-ce pas? Par contre, le véritable monopole qui est nuisible et qui peut durer indéfiniment, c'est le monopole qui bénéficie de la contrainte étatique. Donc, il faut distinguer ce qui vient de la liberté et ce qui vient de la contrainte. C'est une différence essentielle.
Et c'est pourquoi, pour ma part, je définis le monopole comme une situation où il y a une contrainte. Et par contre, la concurrence existe à partir du moment où il y a liberté d'entrer sur un marché. Or, Google est entré librement sur le marché. Tout à fait. D'autres pouvaient tout à fait proposer des services du même genre. Assez curieusement, on reproche à Google d'avoir 90% de part de marché, je crois que c'est le chiffre. Et voilà, il y a 90% des Européens qui ont voté pour Google. Imaginez un homme politique qui serait élu avec 90% des voix. Tout le monde applaudirait et dirait « Ah, c'est formidable, formidable, 90% des gens c'est de l'abus de position dominante en général, hein, pour les politiques. Alors, cet homme politique, il en profiterait évidemment pour imposer des contraintes et mettre en œuvre ses propres idées. Google n'exerce pas la contrainte. Donc ce procès que l'on fait à l'abus de position dominante me paraît quelque chose de parfaitement contestable et il faudrait avoir quand même un autre mode de pensée. Alors justement, on va regarder peut-être un petit... Vous allez tempérer un peu le propos de votre témoin? Today, the Commission has decided to fine Google 2.4 billion euros for breaching EU antitrust rules. Google has abused its market dominance as a search engine by giving illegal advantages to another Google product, its shopping comparison service. Google must end this conduct within 90 days or face penalty payments. Monsieur le professeur d'économie, vous êtes un petit peu le vrai expert ce soir parmi nous, donc c'est bien de revenir un peu sur des choses extrêmement factuelles. Comment est-ce possible qu'une institution aussi puissante que l'Union européenne décide de mettre à bas Google? Est-ce parce que c'est de la jalousie concurrentielle? Parce qu'on veut que l'Europe existe sur le marché? On applique de manière automatique ces vieilles idées que je viens de dénoncer concernant les abus de position dominante, alors que pour ma part, j'estime qu'il y a de la part de la Commission européenne un abus de position dominante. Ça, c'est une vraie position dominante, parce qu'ils exercent leur domination, leur contrainte. Pour la Commission européenne, c'est formidable qu'il existe des lois dites antitrust, parce que ça permet d'imposer des amendes de 2,6 milliards, n'est-ce pas? Donc ça peut jouer un rôle peut-être dans les décisions qui sont prises de la Commission européenne. Ah, on va attaquer une entreprise pour abus de position dominante et on va lui faire payer une amende. Très bien. Je vous remercie beaucoup, monsieur, madame la présidente. Vous avez vu que le témoignage était extrêmement éclairant. Que Google s'était fait racketter par l'Union européenne, carrément. Le mot n'a pas été prononcé. Je demande au greffier de ne pas noter. J'ai compris que l'Union européenne... Je pourrais ajouter juste une chose. Tout à fait, vous avez le droit, monsieur. On voudrait justement imposer à Google de séparer ses différentes activités. C'est ça. Or, il y a une activité que nous connaissons tous et que nous utilisons tous les jours, qui est l'activité de moteur de recherche, quelque chose d'extraordinaire. Et si précisément Google a cette position dite dominante, c'est parce qu'elle rend service, elle nous rend service à nous tous. Google risquerait de disparaître si par ailleurs elle ne pouvait pas trouver des ressources dans ses autres activités dites commerciales. Donc le démantèlement de Google, de ce point de vue-là, pourrait avoir des conséquences dramatiques. Personnellement, comme utilisateur de Google tous les jours, comme nous tous, j'en serais très triste, bien évidemment. Je pense que tout le monde. Mais je crois que vous n'êtes pas le seul à être un utilisateur de Google. Merci, madame la présidente. Merci maître. L'accusé reste en place et éventuellement... si l'accusation souhaite l'interroger. Je remercie M. Salin pour ce pur moment de néolibéralisme, ça nous a fait beaucoup de bien. Ah mais je pense que beaucoup de gens... une critique de parler de néolibéralisme, je pense que beaucoup de gens dans la salle ont déjà lu Hayek, et je pense que M. Salin vit de toute évidence dans un autre monde que le nôtre, où l'Union européenne est un méchant géant. Ça sera tout, je n'aurai pas de Monsieur Salin n'est pas l'accusé, il n'est que témoin. Oui, merci de le rappeler. Merci M. Salin, merci de votre témoignage. Troisième témoin, Monsieur Nito, s'il vous plaît, je vous prie de vous présenter à la barre. Très bien, Monsieur Nito, jurez-vous de vous exprimer ce soir dans l'intérêt des générations futures? Oui, je le jure. Alors, la parole est à l'accusation.
Merci Madame la Présidente. Bonsoir Monsieur Nito. Bonsoir. Vous dites souvent, dans vos interviews, dans vos interventions publiques, qu'on ne choisit pas Google, que Google finalement s'impose à nous, et qu'à ce titre d'ailleurs, Google est une forme de, je vous cite, dictature soft. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi Google est une forme de dictature soft? Eh bien, effectivement, on ne choisit pas Google. On l'utilise, mais on ne le choisit pas. 85% des gens utilisent un smartphone sous Android et ils n'ont pas réalisé que c'était un logiciel de Google. Et quand vous commencez à l'utiliser, il faut un compte, et c'est un compte Google. Et puis dessus, vous avez des applications Google. Et si vous utilisez un navigateur, vous avez Google Search, le moteur de recherche, qui est inclus par défaut dans la plupart de ces navigateurs. Même l'iPhone d'Apple, pourtant concurrent de Google, a le moteur de recherche Google utilisé par défaut quand vous faites une recherche. Et grâce à tous ces systèmes, ces services, ils récupèrent nos données. Donc vous utilisez Gmail, il lit vos courriers. Comme 70% des gens qui ont un mail. Exactement. Et puis vous utilisez Google Maps, donc il vous piste avec votre GPS. Vous utilisez Google Agenda aussi installé, il sait qui vous rencontrez. Et ainsi de suite. Si vous utilisez Google Chrome, vous êtes pisté, il sait sur quel site vous allez et combien de temps vous y restez. Et de toute façon, ils ont Google Analytics, ce qui fait que même si vous utilisez un autre navigateur, ils vous pistent quand même. Voilà, c'est formidable. Mais alors évidemment, c'est gênant, mais Facebook fait à peu près pareil. Donc on se rassure ou pas. Voilà. Mais restons sur Google, vous avez créé une start-up qui s'appelle Cozy Cloud, où le projet est, je vous cite, de créer un acteur numérique de la génération d'après Google. Ça veut dire quoi, la génération de l'après Google? Et est-ce que vous pouvez revenir sur ce qu'est Cozy Cloud? Alors, avant d'entrer là, si vous voulez, il y a quelque chose de quand même très très important, c'est qu'en fait, on centralise toutes les données avec Android, etc. On centralise les données dans les mains de quelques géants, dont Google est le premier. Et en juin 2013, il y a Edward Snowden, un lanceur d'alerte qui travaille à la NSA, qui a expliqué pourquoi c'était un problème. Parce que la NSA veut surveiller tout le monde. Et elle ne peut le faire que parce qu'on centralise nous-mêmes ces données dans les mains de quelques géants. S'il y avait une seule chose finalement à retenir, c'est que cette centralisation des données rend économiquement possible la surveillance de masse. C'est-à-dire que si on pouvait faire de la portabilité des données, et s'il pouvait y avoir une explosion des acteurs et non pas une concentration des acteurs entre 4 ou 5 géants, ça veut dire que la surveillance de masse ne serait pas possible. Exactement, c'est d'ailleurs ce qu'on s'attache à faire chez Cozy Cloud. On fait un cloud personnel, c'est-à-dire un système où vous pouvez stocker vos données. Éventuellement, ce système, il peut tourner sur un ordinateur comme ça, c'est un Raspberry Pi, vous pouvez le faire tourner physiquement chez vous, sur votre box ADSL, avoir vos données sur cette machine, chez vous, physiquement. Ça va donc rendre beaucoup plus compliqué la mission de la NSA de nous surveiller. Et donc, on ne sera plus en sécurité, on n'aura pas de surveillance de masse. Donc l'idée, c'est d'offrir le même genre de service que Google, en mieux, en plus éthique, sur la base de logiciels libres, de façon à ce que chacun puisse bénéficier de la technologie, bénéficier de la donnée personnelle, faire tourner des applications dessus, sans pour autant tomber dans la surveillance de masse, qui est l'apanage des dictateurs. Quand Google prend un malin plaisir à se positionner comme protecteur des données des usagers face à l'espionnage d'État. Mais pour moi, Google, c'est l'idiot utile de la NSA. Il centralise ses données. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas dans un procès américain, parce que là, on aurait entendu objection, votre honneur, déjà 10 fois là, en 2 minutes. Merci, ça sera tout, monsieur Nito. Je vous en prie. Bon, eh bien, écoutez, après... Non, attendez. Alors, j'ai pas bien compris si c'était le procès de Google ou le quart d'heure de pub de Cozy Cloud. Sa réponse était, je crois, très précise, justement comme un anti-modèle à Google. Maître à la défense, des questions à ajouter? J'avais une toute petite question pour vous. Alors, est-il vrai que vous avez été vice-président de la fondation Mozilla Europe? Président et fondateur de Mozilla. Président et fondateur. Est-il vrai que Google a financé la fondation Mozilla Europe? Alors c'est faux. Techniquement, c'est faux. Ah, techniquement, c'est faux. C'est intéressant. Mais parlez bien dans le micro, m'appartient d'être précis. Oui, car vous avez juré devant les générations futures. Je m'apprête à le faire. Donc effectivement, Google a acheté de l'audience et achète toujours de l'audience à Mozilla pour alimenter son moteur de recherche, pour maintenir sa situation de monopole. Et ça représente la plus grande source de revenus pour Mozilla
aujourd'hui. À l'époque où le deal a commencé, Google était une société cool et loin de la position dominante. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Autre question à la Défense? Plus de questions? Je remarque simplement que monsieur veut devenir Google à la place de Google. Nullement, nullement, on veut décentraliser. Parmi tant d'autres. Merci, monsieur Nito. Vous pouvez vous asseoir. Madame la Présidente. Oui, monsieur le procureur. Avant de passer à l'audition de notre dernier témoin, nous aimerions procéder à une petite expérience. Alors, si vous êtes d'accord, je voudrais demander à l'huissier de faire rentrer Madame Albertine Meunier et sa machine, s'il vous plaît. Ça n'a pas été averti, apparemment. Ça n'a pas été averti, c'était pas prévu. J'imagine qu'on aura droit, nous aussi, à un témoin surprise. Oui, ne vous inquiétez pas, je compense. Alors, Madame? Donc, je m'appelle Albertine Meunier. Bienvenue à ce procès, madame. Vous avez apparemment amené des accessoires. Oui, donc c'est une machine qui s'appelle Poupoulichous, pour ne pas la nommer. Et elle fonctionne tout à fait normalement. À ceci près, en fait, qu'au Casino Las Datas, on n'achète pas ses jetons avec de l'argent, mais avec ses données personnelles. est-ce que l'un de nos jurés veut bien se porter volontaire pour nous rejoindre sur scène? Ah, parce qu'en plus, il faut à volonté, mais ça va être un dîner-spectacle. Je vois déjà un bras qui se lève. On a la chance d'avoir des jurés motivés. Un juré volontaire. Rejoignez-nous, mais on peut l'applaudir, merci. Alors, je vous explique le principe. Tenez, prenez le micro. Je vais vous poser une série de questions. Et à chaque information personnelle que vous accepterez de nous donner, en public, devant 900 personnes, vous aurez droit à un jeton avec lequel vous pourrez jouer dans cette machine et peut-être gagner. On gagne quoi d'ailleurs, Madame Meunier? On gagne soit des peluches, des bisounours. Des bisounours Casino Las Datas, collector, soit, quand on ne veut pas être dans le monde des bisounours, des formations à l'utilisation des logiciels libres Framasoft. Je vais vous poser une première question. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom et prénom? Le vrai? Ça m'arrangerait que ce soit le vrai, oui. Nicolas Alden. C'est votre vrai nom? Bah, c'est à vous de juger. La demi-seconde d'hésitation entre le nom et le prénom. On lui donne un jeton. Vous avez droit à un jeton. Quand vous voulez arrêter, vous appuyez sur les 3 boutons, l'un après l'autre. C'est perdu. Dommage. Mais comme on est sympa, on va vous poser une deuxième question. Ok. Quelle est votre profession? Technicien du son. Un jeton pour monsieur. Non, c'est pas non plus la bonne technique. Troisième essai, est-ce que vous pouvez épeler lisiblement votre adresse mail? Non. Vous voulez pas donner votre mail? Non. C'est parce que c'est une adresse Gmail? C'est exactement là que je voulais en venir. En fait, quand on demande une information personnelle vraiment intime à monsieur, je ne vais même pas demander son numéro de carte bleue ou son numéro de passeport, son mail. Et c'était la question suivante. Il refuse de le donner. Parce que face à la machine, quand il est confronté à un vrai choix, et là je rejoins monsieur Nito, et non pas un choix imposé, quand il prend conscience physiquement de la valeur de la donnée, alors là il dit non. Est-ce que c'était ce que vous vouliez démontrer en créant ce Casino Las Datas, Albertine Meunier? Oui, tout à fait. En fait, par son incarnation, cette machine du Casino Las Datas permet une réelle compréhension en fait, du système mis en place par les entreprises qui collectent des données. En fait, le Casino Las Datas matérialise l'espace Internet où chacun, vous tous, jouez à confier vos données sans quasiment jamais rien gagner. Et en fait, la création de valeur, elle est collective et le revenu, il est privatisé. Et on fait gagner... gagner des bisounours. D'où le monde des bisounours. On fait gagner des bisounours parce qu'on est tous les bisounours de l'histoire. Merci pour cette expérience. Merci, on va remercier Merci beaucoup à notre juré d'avoir eu le courage de monter sur scène. Je vous invite à rejoindre la loge des jurés. Ça sera tout, Madame la Présidente. Merci aux jurés de s'être prêtés à cette mascarade. Voilà, je n'osais le dire. Je n'osais parler de mascarade ou de parodie de justice. On va essayer de reprendre nos esprits. Madame Meunier, est-ce qu'il y a des questions de la défense pour Madame Meunier?
Je pense qu'à cet instant, Google se satisfait de soutenir l'art contemporain quand on voit le niveau. Et non, quel mépris. Si l'accusation en a fini avec ces pitreries, simplement peut-être laisser notre cliente répondre tant à M. Nito qu'à ce qui vient d'être dit. Sur donc, la question des données personnelles, puisque toute cette démonstration était de laisser entendre que Google vendait les données personnelles. Point fondamental, nous ne vendons jamais des données personnelles telles que les noms, les adresses e-mail, les informations bancaires à des tiers. Sur la base de l'utilisation des services Google et avec votre consentement, nous recueillons d'autres données telles que les historiques de localisation, les historiques de recherche, les vidéos consultées. Donc c'est important de faire cette précision. Alors pour quelles raisons nous faisons ça ? Premièrement, pour améliorer le fonctionnement de nos services. Deuxièmement, à des fins publicitaires. Je prends un exemple très rapide pour que tout le monde puisse comprendre. Si vous tapez le mot-clé Brésil dans le moteur de recherche, en fonction de vos recherches et de passé et de vos centres d'intérêt, les résultats seront différents. Je m'explique, si vous êtes fan du film Brésil de Terry Gilliam, ce résultat apparaîtra en premier. Si vous prévoyez un voyage dans ce magnifique pays, c'est ça qui apparaîtra en premier. Sur le point de la publicité, les données, effectivement, telles que vos recherches passées, sont utilisées pour vous proposer des publicités en lien avec vos centres d'intérêt. Pourquoi recevoir des publicités, vous allez me dire? Tout simplement parce que c'est notre business model et qu'on ne pourrait pas mettre à disposition ces produits à très haute valeur ajoutée gratuitement. Et dernier point essentiel, les utilisateurs peuvent contrôler leurs données à tout moment. Donc je vous invite, public, mesdames, messieurs les jurés, à taper tout de suite avec votre smartphone dans Google Mon Compte. Vous pourrez découvrir votre activité en ligne et surtout garder le contrôle puisque vous pouvez à tout moment effacer vos historiques de recherche, refuser de recevoir des publicités personnalisées et enfin, nous n'enfermons pas, contrairement à ce que dit M. Nito, les utilisateurs puisque vous pouvez à tout moment télécharger toutes vos données, email, vidéos consultées, tout ce que vous avez pu faire et les transférer chez un concurrent. Voilà ce que je voulais préciser, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame. Nous allons passer au prochain témoin, qui est Monsieur Alexandre, à moins que la Défense n'ait elle aussi une petite surprise pour la Cour. Nous souhaiterions inviter Vincent Louquezé. Ah, vous aussi vous avez un témoin surprise. Réponse à la machine et à la peluche, en mieux. Monsieur Alexandre va se rasseoir donc. Merci, monsieur. Jurez-vous de vous exprimer ce soir dans l'intérêt des générations futures? Je le jure. Le témoin est à vous, maître. Merci, Madame la Présidente. Il y a quelques semaines ou quelques mois, je crois que vous avez tenté une expérience un peu particulière. Est-ce que vous pourriez la raconter ce soir? C'est ça. En fait, on a, au mois de juin, j'ai essayé à la rédaction d'Ouzbek Erika, de vivre une semaine sans Google. Donc voilà, l'expérience consistait à se passer de tous les services, ils sont nombreux, de Google pendant une semaine. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous avez dû avoir recours à quels services, quelles alternatives? Est-ce qu'il y avait d'autres options que Google? Rien qu'en France, il y a beaucoup d'alternatives qui existent au moteur de recherche. Il y a Quant, le moteur franco-allemand, qui assure en tout cas de respecter la préservation des données personnelles en dissociant adresse IP et les requêtes effectuées sur Internet. Il y a Lilo, un métamoteur qui permet de faire les requêtes aussi performantes que Google, en tout cas c'est ce qu'il affirme puisqu'il agrège Google, Bing et d'autres services. Je ne vois pas les dessins, ça me perturbe. En plus des moteurs de recherche, il y avait ensuite le navigateur, parce qu'évidemment pour installer Lilo ou une alternative, il fallait passer par un navigateur. Par défaut, chez beaucoup de gens, c'est Chrome, un des principaux navigateurs qui est aussi un outil de Google. Donc il a aussi fallu changer de navigateur. Une fois le moteur de recherche et le navigateur changés, j'ai voulu le mettre à travailler avec mes camarades à la rédaction. Il faut savoir qu'on utilise des documents partagés pour travailler à la rédaction web, pour pouvoir synchroniser nos articles, nos temps de publication, ce genre de choses. Et évidemment, on utilise un Google Doc, comme beaucoup de monde. Donc j'ai voulu créer une alternative, j'ai lancé un petit Framapad. Le problème, c'est que pour créer Framapad, il fallait aussi que je crée mon compte, donc que je donne mon adresse mail, qui était une adresse aussi Gmail. Donc j'ai dû aussi créer derrière une adresse mail différente. Tout ça pour dire qu'il y a eu beaucoup d'étapes nécessaires pour pouvoir se passer de Google. Et finalement, quelles difficultés vous avez rencontrées? Mon Framapad n'a pas tellement été mis à jour, j'étais un peu tout seul sur mon Framapad pour faire mes publications. Donc au bout d'une demi-journée, j'ai dû retourner sur le Google Doc pour pouvoir suivre l'avancée de nos travaux.
Et je pense que plus qu'une difficulté, c'est une question de confort d'utilisation en fait, qui est en jeu. C'est ce que me disait Pierre-Yves Gosset, que j'ai interviewé pour cet article, qui est le directeur de Framasoft, qui expliquait qu'il y a forcément un jeu de vase communicant entre le confort d'utilisation et la protection des données personnelles. Il y a un choix à faire entre les deux. Il faut que ce soit hermétique entre le mail, entre la carte, entre la messagerie, parce que c'est comme ça, comme le disait Tristan Nitto, qu'on évite trop de centralisation. Et du coup, vous seriez prêt à retenter l'expérience ou pas? Alors, dans ma vie professionnelle, je ne pense pas. Ça a duré qu'une demi-heure comme expérience. Ouais, un peu bref. Mais, voilà. Il en est encore tout traumatisé, là, manifestement. C'est ça, voilà. Et donc, c'est compliqué dans le monde professionnel. Après, dans la vie privée, c'est plus facile. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Je pense que vous pouvez repartir avec moi. Merci beaucoup, monsieur Lequizet. Vous pouvez disposer. Bon, c'est fini les surprises de part et d'autre. On peut reprendre donc le cours normal prévu de ce procès et entendre monsieur Alexandre, s'il vous plaît. Donc, là, c'était un faux départ tout à l'heure. Venez à la barre, merci. Je jure de m'exprimer dans l'intérêt des générations futures, y compris de mes enfants. Eh bien, voilà qui est dit. La parole est à l'accusation. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Alexandre, avant de vous poser ma première question, je voudrais qu'on regarde un dernier petit extrait vidéo. On a déjà entendu Larry Page et Eric Schmidt. On va écouter maintenant Monsieur Sergey Brin. Interface strategies seem to be evolving at an astounding rate. Where is this taking us? What are your insights on the future of the machine-human relationship? I'm embarrassed to admit that a sort of a phrase I was toying with, that we want to make Google the third half of your brain. Entre cette confession et la création en 2013 par Google d'une filiale qui s'appelle Calico, California Life Company, dont la mission officielle est de, je cite, lutter contre le vieillissement, est-ce que vous reconnaissez que Google veut nous rendre immortels et qu'il s'agit là d'un projet bel et bien transhumaniste? Je crois qu'il s'agit d'un procès d'intention. En réalité, on le voit bien, dans notre pays et en Europe en général, il y a une jalousie vis-à-vis de la réussite de Google. Nous n'avons pas réussi à créer l'équivalent des GAFA et de Google en Europe. Nous n'investissons pas dans la recherche. Google investit des milliards et des milliards dans la recherche. En France, le budget de l'INRIA, qui est le fer de lance de la recherche en informatique, est de 230 millions. Et son budget a augmenté de 0%. On essaie de nous faire croire qu'on veut développer l'informatique et l'intelligence artificielle en France, mais c'est faux. C'est un double discours. En réalité, on ne met pas un centime de plus. Il est normal que nous réussissions moins bien que Google. Cela génère des jalousies et derrière, on reproche à Google, en utilisant des grands mots comme transhumaniste, de vouloir faire des choses horribles. En réalité, Google utilise une partie de ses profits significatifs pour développer des applicatifs médicaux. Et Google a effectivement des filiales qui sont destinées à lutter contre le vieillissement, à reculer notre mort, à améliorer notre état de santé, qui, à part les bioconservateurs les plus obtus, considèrent que c'est mal. Oui, Google est une entreprise bioprogressiste. Oui, Google est une société libérale. Oui, Google est une société inclusive, favorable aux droits LGBT, aux droits des gays, favorable au développement de la technologie, favorable au progrès, favorable au futur, pour donner à nos enfants un monde dans lequel il sera plus doux de vivre. Qui ici se situerait du côté de la manif pour tous et des bioconservateurs plutôt que du côté de Google? Pas grand monde, je crois. Parmi les choses merveilleuses, puisque c'est l'adjectif que vous employez, parmi les choses merveilleuses que Google prépare, il y a notamment un projet très intéressant. En 2013, 23andMe, 23 et moi en français, filiale de Google spécialisée dans la génétique, fondée par, l'ex-femme de M. Sergey Brin, a obtenu un brevet au titre éloquent. Sélection des gamètes des donneurs sur la base de calculs génétiques. Je vais citer ici votre dernier livre. Ça veut dire, et vous l'écrivez noir sur blanc, sélectionner les embryons pour fabriquer des bébés améliorés en fonction de critères choisis. Est-ce qu'il s'agit d'un projet eugéniste? Ce n'est pas un projet eugéniste. De vouloir éviter certaines maladies très graves, et je ne vois pas qui pourrait s'opposer, en cas de pathologie chez le papa ou chez la maman très grave, qu'on fasse une sélection. On le fait par fécondation in vitro chaque jour en France, et ça permet d'éviter de grandes souffrances. Je ne vois pas pourquoi on reprocherait à la filiale minoritaire de Google, qui est 23andMe, de faire ce que l'on trouve normal dans chacun de nos hôpitaux français, parisiens,
tous les jours. Je crois que c'est un procès d'intention. Dernière question, monsieur Alexandre, et je vais citer encore une fois votre dernier livre, La guerre des intelligences. Aujourd'hui, l'ambition de Google est de devenir la première intelligence artificielle avec des majuscules. Autrement dit, de prendre le contrôle non seulement de l'information du monde, on en a parlé, mais plus fondamentalement du monde tout court et des humains qui y vivent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet démiurgique de Google? Ce n'est pas un projet démiurgique. Prenons la santé. Je suis chirurgien. Le cancer tue encore 2 enfants sur 10 touchés. 45% des adultes touchés. Et vous savez que dans cette salle, hélas, 1 sur 3 d'entre nous fera un cancer et 1 sur 6 en mourra. Le cancer est une pathologie incroyablement compliquée. Pour comprendre le cancer, il faut des montagnes de données. Le séquençage ADN d'une tumeur pour mieux choisir la chimiothérapie, c'est 20 000 milliards d'informations, 20 téraoctets. Quel rapport avec Google? Quel est le médecin qui est capable de traiter autant d'informations? Il n'y en a pas. Il faut nécessairement de l'intelligence artificielle. Mais dépassons un peu le simple cas du cancer. Allons vers l'Alzheimer. Les 3 derniers médicaments contre l'Alzheimer ont tous échoué. Ils n'étaient pas supérieurs au placebo. Nous n'avons toujours pas de traitement pour traiter une maladie aussi complexe que l'Alzheimer. Eh bien, si vous imaginez qu'on va traiter notre futur Alzheimer sans intelligence artificielle, vous vous trompez complètement. Les maladies dégénératives comme l'Alzheimer sont des maladies extraordinairement compliquées. Nous aurons à choisir entre être gâteux sans intelligence artificielle ou être soigné grâce à l'intelligence artificielle, notamment de Google. Personnellement, je préfère. Donc pour vous, le projet Baseline de la filiale Verily de Google, le projet Baseline de la filiale santé de Google Verily, dont le slogan est « Nous avons cartographié l'information mondiale, nous allons maintenant cartographier la santé humaine », vous rassure. Vous êtes entre de bonnes mains, c'est ça? En tant que médecin, je mesure les limites de mon art en 2017 à l'ère du big data et de la complexité des maladies que nous n'avons toujours pas réussi à guérir. En tant que médecin, en mon âme et conscience, et Dieu sait si j'ai critiqué Google ces dernières années, je vous dis que c'est un projet qui est bon pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir des générations futures. Oui, c'est un bon projet. Et c'est bien que Google dépense une partie de ses profits pour assurer notre santé future. Ça sera tout, Madame la Présidente. Merci. Je ne sais même pas si je dois dire la parole est à la défense. Mais oui, la parole est à la défense, de fait. C'est vrai. Alors, on va revenir un peu sur des questions géopolitiques. Dans votre dernier ouvrage, qui, je le rappelle, est un best-seller. Merci. Vous, je dédicace à la fin. Vous opposez les GAFA et les BATX. Nous, l'Europe, nous sommes des nains numériques, dites-vous. En quoi les GAFA, et en particulier Google, représentent en 2017 ce qu'a pu représenter l'OTAN du temps de la guerre froide? Je fais partie des gens qui auraient souhaité qu'à côté des GAFA américains, et de Google en particulier, et puis les BATX chinois, il y ait un 3e pilier, un pilier européen. Ça n'a pas été le cas. L'Europe n'a pas investi dans ces technologies-là. Il y a aujourd'hui 2 grandes puissances géopolitiques sur Terre. Washington, l'armée américaine et les GAFA. Pékin, l'armée du Parti communiste chinois et les BATX. Et l'Europe. BATX. Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. L'Europe n'existe pas au milieu. S'il n'y a plus de production d'intelligence artificielle en Occident, si on casse les producteurs occidentaux que sont les acteurs comme Google, nous serons sous la dépendance géopolitique des Chinois. Et je vous le dis, je le pense sincèrement et j'ai juré. Je pense qu'il y a un risque que nos petits-enfants parlent mandarin. C'était pas totalement le sens de ma question. Bon, je parlais plus en termes de démocratie, en termes de respect des règles. On peut reprocher beaucoup de choses à Google. Mais Google est plus proche de nos valeurs que le Parti communiste chinois. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux que nos enfants aient des cerveaux made in California que made in China.
Maître Keller, il nous reste peu de temps avec ce témoin. Oui, donc très rapidement, s'il vous plaît. Vous avez évoqué l'innovation en termes médicaux, mais en quoi Google serait ou est un facteur d'innovation dans d'autres domaines que la médecine? Le simple fait qu'on pose cette question est surréaliste. Google a inventé le moteur de recherche moderne. Google a changé nos vies. Mais Google a fait plus. Très rapidement, monsieur. Google a développé une open innovation. Quelle est la seule façon d'éviter la dictature d'Apple? C'est d'être dans l'univers Android, qui est un système ouvert, où on peut choisir son téléphone et où on n'est pas obligé de choisir un système d'exploitation avec un téléphone. Oui, Android est par rapport à la dictature appleienne un grand progrès, une grande liberté économique. Et pour le petit business, les petites entreprises, la possibilité d'avoir accès à Gmail, à G-Drive, au cloud, permet à des gens, des petits entrepreneurs, de développer dans leur quartier, dans leur banlieue, des entreprises avec très peu d'argent, et c'est à Google qu'on le doit. Merci, je ne reviendrai pas sur la santé. Non, vous n'en reviendrez pas parce que c'est terminé. Merci beaucoup. Très bien, nous allons en arriver aux délibérations, mais avant les délibérations, pardon, les plaidoiries, mais avant, la parole est à l'accusé. Vous avez 3 minutes pour vous exprimer. Mesdames, Messieurs les jurés, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je me rends compte ce soir qu'en dépit de la notoriété de Google, finalement, Google est une entreprise méconnue et dont les intentions sont souvent mal comprises, détournées, voire caricaturées. Aujourd'hui, nous sommes probablement le moteur de recherche le plus populaire, mais ce succès n'est pas inscrit dans le marbre et ne garantit en aucun cas notre futur. Je dirais même que nous sommes un colosse aux pieds d'argile, difficile à entendre pour le moment, mais est-ce que vous savez que lorsque Google a été créé, il existait 14 moteurs de recherche? Nous étions le 15e. Alors, qui peut aujourd'hui savoir véritablement quels seront les usages de demain? Pensez à ces grandes entreprises telles que Kodak, Yahoo, Nokia, à l'époque, qui était le premier constructeur de téléphones en Europe, BlackBerry, qui n'ont pas su prendre le bon virage. La sortie de route peut être très proche. S'il y a un seul point que j'aimerais que vous puissiez retenir ce soir, s'il vous plaît, mesdames, messieurs les jurés, c'est que nos utilisateurs ne sont pas obligés d'utiliser Google. Savez-vous que pour rechercher des biens de consommation, 50% des adultes américains utilisent Amazon sans jamais passer par Google? Savez-vous que pour accéder à l'information, 70% des adultes passent par Facebook sans jamais passer par Google? En quelque sorte, nous sommes nous-mêmes en voie d'ubérisation. Ce nouveau contexte nous oblige en effet à nous réinventer en permanence. C'est une nécessité si l'on veut préserver la confiance des utilisateurs et la place qu'est la nôtre aujourd'hui. Innover, inventer, prendre des risques. Je suis heureuse d'avoir pu répondre à vos questions. J'espère avoir pu apporter un autre regard sur les sujets. Et si je n'ai pas réussi à vous convaincre, sachez, mesdames, messieurs les jurés, que j'ai essayé d'être la plus sincère et la plus transparente possible. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Deba-Pantanache. Alors, Google en voie d'ubérisation, il fallait oser. Le temps est maintenant venu d'entendre le réquisitoire de l'accusation. Je ne sais pas si vous vous êtes remis de... Pardon, mais vous avez pris une petite claque là quand même. Hein, avec le dernier témoin, donc sans vouloir orienter les débats. C'est à vous. Madame Cosima Ouyoun. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Une collecte de données de géolocalisation à l'insu des utilisateurs. Oups, c'est une erreur. Des montages financiers avec une holding en Irlande pour ne pas payer d'impôts en France. Mais on a le droit, c'est de l'optimisation, pas de l'évasion. Des projets eugénistes. Et nous avons reçu ce soir le père des frères Bogdanov, qui nous l'a dit.
C'est pour notre bien à tous, voyons. Faites attention, Madame Doba-Pantanat, je crois que quelqu'un veut prendre votre poste en tant que porte-parole de Google. Plus sérieusement, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, il est grand temps de faire cesser ce jeu de dupes qui alterne entre fausse candeur et cynisme assumé. Parce que la question qui vous est posée ce soir, elle est déterminante pour l'avenir. Voulez-vous continuer à vivre sous les jougs d'une poignée d'acteurs qui contrôlent notre civilisation numérique, et dont Google est le plus puissant? Ou bien voulez-vous reprendre en main votre destin au nom d'une certaine idée de l'humanisme et de la démocratie? La dictature du bien. C'est ça le projet Google. La liberté du citoyen, c'est ça notre projet. Parce qu'il ne faut pas s'inquiéter seulement pour l'Internet et les start-upers, mais aussi pour nous tous citoyens. Si l'empire Google compte nous informer, nous guider, nous soigner, voire nous empêcher de mourir, ayez bien en tête qu'il fait tout cela au service du bien. Do the right thing, nous commande Google dans son nouveau slogan. Mais Google oublie une chose importante. On ne décide pas du bonheur des gens à leur place. Derrière le paravent de la bienveillance, c'est bien un projet totalitaire que Google met en place à grande vitesse. Et un projet totalitaire, même s'il se prétend cool, même s'il choisit des avocats cool, même s'il se drape derrière des couleurs flashy, reste un projet totalitaire. Comment, quand on prétend œuvrer pour le bien, peut-on faire de la suroptimisation fiscale et priver les citoyens de dizaines de milliers de dollars de revenus? Alors c'est facile pour Google de se défendre en disant que finalement il ne fait que profiter des vides juridiques au même titre que d'autres entreprises. Sauf que ni Uber, ni ExxonMobil, ni même Apple essayent de nous faire croire, eux, qu'ils œuvrent pour le bien. Alors, mesdames et messieurs les jurés, j'ai une bonne nouvelle. Abattre l'empire Google, c'est possible. L'histoire du capitalisme le prouve. Même les empires a priori les plus solides ne sont pas indestructibles. La Standard Oil Company en 1914, Palpatine en 83, AT&T en 84. Alors oui, c'est vrai, il faut une bonne dose de courage politique et d'audace juridique, mais c'est possible. Et ça commence ce soir, avec le verdict que vous allez rendre. Acquitter l'accusé ce soir, c'est le laisser continuer à façonner un monde totalement aseptisé, où la data permet de tout optimiser, où l'injonction à la transparence de l'utilisateur, pas de Google, vous avez compris, est obligatoire. Et ces paroles d'Eric Schmidt me font encore froid dans le dos. S'il y a quelque chose que vous faites et que personne ne doit savoir, peut-être devriez-vous commencer par ne pas le faire. Mais si j'ai envie, moi, de chanter dans ma douche avec une voix de crécelle le dernier tube de Céline Dion, j'ai quand même le droit de ne pas le faire savoir au monde entier. Dans le monde, selon Google, l'imperfection et le hasard sont interdits. Or, l'imperfection, c'est la vie. Et le hasard aussi, c'est la vie. Et j'en terminerai par les mots de Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP, qui régule les télécoms en France. On a oublié les vertus du marché et de la concurrence. On s'est habitué à vivre dans un monde totalement monopolistique, et il est grand temps de redonner ses vertus à la décentralisation d'Internet et au pouvoir de la multitude. Ce soir, la multitude, c'est vous, et c'est vous. Et c'est en déclarant coupable l'accusé des faits qui lui sont reprochés que vous pourrez dire aux générations futures « Demain, la multitude, c'est vous ». Merci, Madame la procureure. Madame la procureure Cosima Ouyoun, merci beaucoup. Je vous remercie. Maître Witt, c'est à votre tour de plaider et nous vous écoutons. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, Mesdames, Messieurs, il est si aisé de diaboliser un accusé
pour faire régner la terreur. Il est si facile de faire fi des données objectives, des faits, des arguments de ce soir, pour vous dire que vous êtes en danger. Ces réquisitions, en réalité, n'étaient que la tribune de ceux qui considèrent qu'un progrès marque la fin et pas le début d'une ère. De ces esprits frileux qui, à chaque révolution technologique, appellent au meurtre de ses inventeurs. Car, n'en déplaise à l'accusation, la vraie ambition de Google, c'est la foi dans le progrès, l'accès universel par tous à l'information. Ce vieux rêve, celui de Gutenberg et de l'imprimerie. De la même façon, Gutenberg, il meurt persécuté par les ancêtres des procureurs qui sont là aujourd'hui, alors qu'il vient de créer l'innovation majeure de la Renaissance. Il a beaucoup été question ce soir, grâce à notre cliente, du projet des fondateurs. Et en tant qu'avocate et surtout en tant qu'individu, il m'apparaît que c'est un projet aux antipodes du cynisme. En réalité, l'innovation, dans l'esprit tant des fondateurs que des dirigeants d'aujourd'hui, doit mettre un terme à la captation du savoir par un trop petit nombre d'individus. C'est sûrement cela que l'accusation et les procureurs appellent le projet démiurgique. Me concernant, je préfère parler d'humanisme universel. Je crois que c'est ça, l'état d'esprit de Google. J'entends que ça vous fait sourire, mais c'est en tout cas ma conviction. Et on ne va pas se mentir, ça marche plutôt pas mal. Pour vous, que vous soyez un homme, une femme, que vous ayez 5 ou 80 ans, que vous viviez à Pontichéry ou à Paris, vous avez le même accès à l'information dès lors que vous avez un ordinateur et une connexion Internet. Ça marche aussi pas mal pour la recherche. Il y a quelques années, c'est grâce à Google Earth qu'une gigantesque forêt a été découverte dans le Mozambique avec 200 espèces, alors des papillons, des tigres, des serpents, inconnus jusqu'alors, qui vont pouvoir être protégés. Je dois aussi vous faire une confidence. Moi-même, avant de me plonger dans le dossier, par ignorance, par conviction politique, parce que, par principe, j'aime pas vraiment les géants et j'ai plutôt l'habitude de défendre les faibles, j'étais contre. Mais ça, c'était avant. C'était avant d'apprendre qu'en réalité, Google a un taux d'imposition moyen dans les pays de l'OCDE de 19,5%. La moyenne, c'est 20%. C'était avant d'apprendre qu'une multitude de start-up innovantes bénéficient des technologies Google pour mener à bien des projets. C'est Wiko qui développe des téléphones grâce à Android. Et c'était avant d'apprendre que, par exemple, ce week-end à Caen, il y avait 6000 citoyens qui gratuitement ont bénéficié d'une formation à l'économie numérique. Alors, à mon avis, le débat se résume en une seule question. Pourquoi, s'il est si simple et si évident que Google est coupable des charges retenues aujourd'hui contre lui, pourquoi est-ce qu'à votre avis, l'accusation se place sur le terrain de l'idéologie ? Parce que leur dossier est vide. Alors, moi, ce soir, j'ai confiance en vous. Je crois que si vous faites appel à votre raison, vous ne pourrez qu'acquitter Google. En quelques mots, sur chaque chef d'accusation, une donnée objective. Abus de position dominante, j'ai envie de vous dire, c'est l'argument des faibles qui ont raté le tournant de la technologie. Mais surtout, vous l'avez compris ce soir, Google a besoin de la concurrence. Google est le moteur numéro 1 parce qu'il innove en permanence. Et la preuve, c'est l'aveu de M. Nitto, le témoin, qui vient nous dire qu'en réalité, Google a financé la fondation Mozilla. La fraude fiscale, qu'on confond aisément avec l'optimisation fiscale, un seul élément, la décision du tribunal administratif du 12 juillet 2017, tribunal administratif de Paris, qui donne raison à Google, Google qui a payé 15 millions d'euros d'impôts en France. Les données personnelles, il n'y a jamais de vente de données à des tiers. La seule chose qui est utilisée, ce sont des données agrégées, anonymisées, dont vous pouvez d'ailleurs refuser qu'elles soient utilisées. Elles sont utilisées pourquoi ? Pour de la publicité ciblée. Pas en fonction de votre identité, mais en fonction des recherches que vous avez pu faire. Pourquoi c'est le cas ? C'est la seule condition pour que les services soient gratuits. Le seul moyen de financer des services à haute valeur ajoutée, c'est la publicité ciblée. Enfin, le transhumanisme, on en a un peu parlé ce soir. Madame la procureure, je vous imagine déjà au chevet d'un patient dans un hôpital en train de lui expliquer que non,
vous n'allez pas pouvoir le soigner parce que vous n'avez pas envie de faire appel aux technologies Google et ainsi vous deviendriez, vous, comme ces témoins de Jéhovah, hein, qui refusent qu'on transfuse leurs enfants. Alors, vous l'avez constaté, l'accusation ce soir ne requiert pas sur des preuves, ni même sur des indices. C'est un procès d'intention. Google n'est coupable en droit d'aucune des charges retenues contre lui. Ce que je vous demande, très modestement, c'est de ne pas vous laisser instrumentaliser par ceux qui sont contre le progrès. Ce que je vous demande, c'est simplement de faire preuve d'indépendance. On cherche à vous infantiliser en décidant pour vous. On cherche à ôter votre libre arbitre. Et pourtant, ça a été rappelé, vous n'avez signé aucun contrat, aucun abonnement, vous n'êtes lié en rien à Google, vous êtes parfaitement libre de le quitter. En 2004, Google était 14e moteur de recherche, il était meilleur, il est devenu le premier. Mais il peut disparaître demain. Et je crois que ça n'est pas dans un tribunal que l'avenir de Google se joue. C'est dans la vraie vie. Si demain, Google ne répond plus à vos attentes, si demain, Google a trahi votre confiance, vous, les générations futures, vous le quitterez. Merci, maître. Merci beaucoup, maître Witt. Mesdames et messieurs les jurés, il va être l'heure pour nous de nous retirer pour délibérer. Eh bien, le jury du tribunal pour les générations futures a rendu sa décision concernant les 4 chefs d'inculpation desquels devait répondre l'accusé. Concernant l'accusation d'abus de position dominante, l'accusé est jugé coupable. Le tribunal condamne donc l'accusé à équiper par défaut les postes de travail de ses 72 053 employés du moteur de recherche Qwant. Concernant l'accusation d'utilisation abusive des données personnelles, l'accusé est acquitté pour ce chef d'inculpation. Pour l'accusation de transhumanisme, je crois que le procès a basculé à ce moment. L'accusé est innocenté par le jury. L'accusé est donc acquitté. Et enfin, concernant l'accusation de fraude fiscale, comment vous dire, l'accusé est jugé coupable par le jury. Le tribunal condamne donc l'accusé à un audit de ses comptes de résultats par Jean-Luc Mélenchon en personne. Et deuxième partie de la condamnation, l'accusé devra se plier à l'intégralité des recommandations de Jean-Luc Mélenchon. Madame Doba Pantanacci, Google, l'entreprise que vous avez vaillamment défendue, a donc été reconnue coupable de 2 des 4 chefs d'accusation portés contre elle. Votre entreprise ne sera pas démantelée à l'issue de la séance. Mais nous toutes et tous ici ce soir, espérons que de nos débats vous saurez tirer enseignement. L'humanité en toute confiance a livré une partie de son autonomie à votre firme. Partout dans le monde, des centaines de millions de femmes et d'hommes mettent entre vos mains un pouvoir exorbitant sur la conduite de leur propre vie.
Nous espérons que vous saurez prendre la mesure de vos responsabilités. La séance est levée. Verdict, bon verdict.